Oui, bonjour à tous et toutes. Je vais essayer de faire vite pour moi aussi, mais cette fois-ci, je vais vraiment essayer de le faire. Dire quand même qu'il est frappant de voir que nos visions sont très partagées, même si les situations sont très différentes. Et moi, je suis frappée d'entendre Pablo ou Iphigénia, et notamment ce que disait Pablo sur la crise, au sens, pas comme on en parle d'habitude. C'est-à-dire, on dit une crise sociale, écologique, économique, etc. Je crois qu'on ne mesure pas à tel point on est en mutation profonde. Et par conséquent, il n'est pas étonnant, on parle souvent de la mutation du capitalisme vers le capitalisme financier transnational. On parle souvent de la question que tu viens d'évoquer sur le danger climatique et toutes les conséquences qu'il va avoir et l'urgence à y répondre. Mais en fait, bien au-delà de ça, il y a eu, je pense, il y a tout ça, bien sûr, c'est vrai, mais il y a eu une succession d'événements qui en découlent d'ailleurs, pour une certaine part, mais qui sont, à mon avis, qui ont une clé commune, qui est le kidnapping, on ne peut pas trouver d'autres mots, me semble-t-il, le kidnapping progressif de la démocratie par le pouvoir financier, économique, par le capitalisme. Et ce kidnapping, il a pris bien sûr des formes diverses, mais aujourd'hui, il est, me semble-t-il, la question centrale de comment on reprend le pouvoir. Comment le peuple reprend le pouvoir, comment on retrouve la souveraineté populaire, bon, je ne vais pas décliner, mais quelles sont les voies pour y parvenir? Et bien sûr, il est désagréable ce micro, pardon, mais bien sûr, c'est la question posée que l'on peut facilement transférer, et je vais essayer de développer un peu là-dessus, transférer sur, en gros, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui a kidnappé le pouvoir. C'est l'Europe qui, finalement, a retiré à nos parlementaires nationaux la possibilité pour eux de voter l'orientation économique, budgétaire, etc., de la puissance publique. C'est l'Europe qui, par exemple, qui ne réagit pas sur l'affluence des migrants qu'il faudrait accueillir, etc. Mais je vais vous inverser les choses. Ce n'est pas l'Europe qui n'accueille pas les migrants. Non. Si on la pose comme ça, c'est parce que justement, ça ne peut plus se faire au niveau national. On ne peut plus accueillir au niveau national. Là, au niveau national, je veux dire par là, on ne peut pas laisser la Grèce seule accueillir tous les migrants de Syrie. On ne peut pas laisser l'Italie accueillir tous les migrants de Libye, d'Érythrée, etc. On ne peut pas. C'est justement la solution qui est européenne, au sens où il faut que nous la résoluions, merci, au niveau européen. Aujourd'hui, l'Italie accueille des migrants, la Grèce accueille, alors on peut dire par obligation physique, bon. Mais par contre, effectivement, nous en France, non. En Allemagne, un peu. Et la question qui est posée, c'est parce que même si les flux de migrants, proportionnellement, je ne sais pas, moi, au 19e, au début du 20e siècle, n'ont pas beaucoup changé, proportionnellement à la population mondiale n'est plus la même, et donc la dimension qui doit répondre à cette masse, je vais y revenir, pas des individus, mais masse au sens de problèmes à résoudre, et je vais revenir à la question sociale évidemment, ne peut pas se faire au niveau national. Sur la question sociale, c'est la même chose. Qui peut croire qu'au niveau national, nous pourrions éviter le dumping social entre pays européens? Supposons que demain, on sorte de l'Union européenne et qu'on essaye de maintenir nos salaires, voire même les augmenter, qu'on essaye de maintenir nos retraites, même de les augmenter, d'en diminuer la durée de cotisation, etc. S'il y a dans les autres pays de la zone géographique, indépendamment, il y aurait peut-être plus d'union, comment est-ce que nous pourrions résister à ce dumping social? Comment espérer, par exemple, éviter par
pareil, le dumping fiscal ou l'évasion fiscale au niveau d'un seul pays. Outre le fait que d'autres ont hésité, le socialisme dans un seul pays, ça rappelle des mauvais souvenirs à tout le monde. Mais en dehors de ça, nous ne sommes plus dans ce contexte-là. Le capitalisme, aujourd'hui, il est d'une telle puissance, et la question de la puissance est posée, il est d'une telle puissance, il est d'une telle arrogance, il a tellement gagné en termes de rapport de force, il ne faut jamais oublier, là aussi je rejoins ce qui a été dit, que la politique, c'est d'abord une question de rapport, peut-être pas d'abord, mais en tout cas, parmi les questions, une question de rapport de force, qu'aujourd'hui, le niveau national ne pourrait rien résoudre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire au niveau national. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais on ne pourrait pas résister, par exemple, je prends Édouard Martin n'est pas là, mais il connaît bien le sujet, on ne pourrait pas résister aujourd'hui à un grand patron de la sidérurgie mondiale sur le fait, on a essayé d'ailleurs, et ça a échoué, sur le fait qu'on veuille maintenir les hauts fourneaux, etc. On ne pourrait pas, parce que même si on nationalisait, par exemple, on aurait pu nationaliser, ce n'était pas d'ailleurs une mauvaise idée, mais si on ne se met pas d'accord avec les peuples de l'Europe pour pouvoir résister à ces puissances, je pense que nous ne pourrons pas, et d'ailleurs c'est vrai aussi, pas seulement avec le capitalisme puissance, mais aussi, il suffit de regarder l'évolution géopolitique du monde. La puissance, aujourd'hui, elle est continentale, et elle le sera de plus en plus. La puissance, elle est continentale. Ça ne veut pas dire pour autant, et là, bien sûr, je rejoins tout ce qui a été dit, ça ne veut pas dire pour autant que l'Europe telle qu'elle se construit est l'endroit où tout ça va servir de résistance. D'ailleurs, la preuve, c'est que loin d'être un périmètre continental de résistance face au capitalisme, face au fait qu'on ne redistribue plus en faveur du travail, mais en faveur du capital de manière systématique, face à tout ça, l'Europe non seulement n'a pas résisté, mais elle a été le cheval de Troie de cette, j'allais dire, trahison. Donc la question, elle n'est pas, et j'insiste là-dessus parce que je vois bien la tendance, comme l'a dit Guillaume et Michael tout à l'heure et d'autres, le risque, parmi les risques qui sont devant nous, il y a le repli national. Il y a le repli national, on le sent bien, en France particulièrement, sans doute plus qu'en Espagne, sans doute plus que dans d'autres pays de l'Union européenne, mais il est clair que le Front National a irrigué aussi culturellement la question nationale dans les mentalités en disant par la sortie de l'euro, par la sortie de l'Union européenne, on va résoudre tous les problèmes, ce qui est évidemment totalement faux. Nous ne résoudrons rien parce que nous serons un confetti dans la situation géopolitique du monde. Donc, pour en finir avec ça et pour revenir à ce qui, me semble-t-il, la question stratégique que tu posais, Pablo, et pour finir là-dessus. Moi, je crois que, à la limite, peu importe que les solutions de la gauche à venir émergent, soit de la gauche radicale dans des partis nouveaux, soit de la gauche de la social-démocratie. Et Guillaume a eu raison de dire qu'on le voit au parti travailliste du Royaume-Uni, mais on voit aussi les graves tensions en cours. Ça se voit moins parce que la tradition n'est pas la même, mais les graves tensions en cours au SPD, par exemple. Aujourd'hui, le SPD, on le voit dans le groupe social-démocrate du Parlement européen, le SPD est divisé en deux. Après, ils ont une forme que moi, j'ignorais que c'était à ce point-là de centralisme démocratique qui fait que c'est beaucoup plus dissimulé, mais ils sont extrêmement divisés entre eux, y compris sur le TTIP, y compris sur à peu près sur la Grèce, sur toutes les questions. Donc, il y a partout une crise de la gauche. Elle s'exprime par la gauche radicale, par la gauche de la social-démocratie, comme en France avec les frondeurs. Je partage tout à fait ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure. À la limite, ça n'a pas d'importance. Moi, personnellement, ça m'est égal. Le principal, c'est qu'on puisse s'allier sur une plateforme. Parce que comme l'a dit Pablo, et je partage aussi, encore une fois, la question du rapport de force, elle est centrale. Nous avons perdu extrêmement de force au niveau syndical, au niveau associatif, peut-être moins dans certains pays de l'autre. Mais on l'a vu aussi avec l'expérience
de Syriza, qui n'est pas terminée, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais on l'a vu aussi avec l'expérience de Syriza. Il fallait des alliés. Il fallait des alliés extra-grecs, j'allais dire, bien au niveau européen. Il aurait fallu qu'une force politique dans toute l'Union européenne, au niveau du Parlement, au niveau des gouvernements, puisse être suffisamment soudée, suffisamment forte sur la plateforme politique pour pouvoir justement être solidaire et aider le parti Syriza dans son rapport de force, dans son bras de fer avec les politiques austéritaires, je vais dire les choses comme ça. Et donc je terminerai là. Moi, ce qui me semble le plus important dans la période qui vient, c'est effectivement la question stratégique. Et dans cette question stratégique, c'est la question de l'unité de la gauche sur la base de plateformes communes. Pour moi, elle tiendrait en 3 points au niveau européen. Un agenda social d'harmonisation, la question de la fiscalité, et la question de la fiscalité, par exemple, des multinationales, qui ne peut se faire qu'au niveau européen. Tous les économistes Piketty en tête le disent. Si vous voulez une vraie fiscalité sur les multinationales, alors c'est l'échelon européen qui sera efficace. Au niveau national, vous n'y parviendrez jamais. Et le 3e point, évidemment, et pour conclure, c'est la question démocratique. Rouvrir la question du traité, bien sûr, mais la question démocratique de manière générale. Merci de votre attention.